16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, chanteur, danseur, comédien. Vous avez pu l'apercevoir dans le spectacle Les Producteurs d'Alexis Michalik ou en ce moment dans L'amour chez les autres au théâtre Édouard VII. Mais Andy Coq vient aujourd'hui nous parler de la pièce Le Vertige d'Adrien Racah depuis le 1er février au théâtre de la Madeleine. C'est du mercredi au samedi à 19h, les dimanches à 18h. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. L'occasion, comme toujours, de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Andy. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis ravie. Et je suis tout à fait ravie également. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous recevoir. Merci. Donc je suis très heureuse que vous soyez en face de moi. On va dans cette émission découvrir ou tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Moi, je dirais joyeux. Je dirais persévérant et j'espère, en tout cas je travaille pour être le plus possible gentil. Gentil. Parce que pour moi c'est une vraie qualité et pas... Gentil ça veut pas dire être bête ou fade ou... Non. Ça, moi, alors attendez, je regarde mes feuilles parce que j'ai pas tout en tête, mais ça m'amuse grandement parce que dans votre pièce, il est question du gentil. Exactement aussi, oui, c'est vrai. Oui, je alors, dis à un moment donné que la gentillesse, c'est le talent par défaut. Ouais, et vous dites c'est pas charismatique. Non. Mais c'est mon personnage, hein, c'est pas moi. Bien évidemment, mais ça me fait sourire alors. Oui, ça me fait beaucoup sourire absolument. qu'on démarre avec ça. On va voir si ça colle alors tout au long avec votre personnalité, tout du long de cette émission. Et pour ce faire, toujours le début. Andy Coq, vous êtes né un 12 décembre. Septembre, pardon, oui, c'est ce que j'ai écrit. Septembre à Béthune, dans le Pas-de-Calais. C'est ça ? Oui, absolument. Parfait. Avec le recul d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de votre enfance ? Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai vraiment une enfance joyeuse, heureuse. On était dans un tout petit village du Pas-de-Calais. Vraiment, mon papa tenait une casse automobile. Donc vraiment très loin de mes rêves d'enfant. Mais on a vraiment... j'ai toujours été soutenue et aimée. Et je crois que je dois beaucoup ce que je suis et ma personnalité de maintenant à cette base solide que m'ont légué mes parents. On avait des petits moyens et on s'en sortait plutôt bien. On a manqué de rien, on était heureux. On riait beaucoup, on chantait beaucoup et on dansait beaucoup. C'est ce qui peut-être vous a donné envie un peu plus tard, je ne sais pas. En tout cas, je sais que petit, vous êtes bercé par les films de Gene Kelly. Ah oui. Oui, et Fred Astaire. Et Fred Astaire, oui, parce que en général, c'était diffusé pendant les vacances scolaires de Noël. Et j'attendais ça avec impatience parce que il y a quelque chose qui me faisait vibrer quand je regardais ces films et c'est ce que je voulais faire en fait dans ma vie. Je voulais chanter, danser, jouer la comédie et amener cette joie et cette magie. Parce que c'est ce que ça a amené, en tout cas. Ça réveille chez vous, quelque chose d'assez magique où finalement, très jeune, on comprend que vous voulez chanter, danser, jouer la comédie. Mais à quel moment et comment vous découvrez votre sens artistique ? Parce que moi, j'aimerais être chanteuse, mais j'en ai pas la possibilité. Oui. Déjà, vraiment, ma grand-mère et ma mère chantent. Enfin, ma grand-mère chantait et ma mère chante très très bien et elle chantait beaucoup, donc on chantait beaucoup. Et la première fois que je me suis vraiment dit que j'allais faire ce métier, je pense que j'avais 6 ans. Et c'était la fête des écoles où on faisait une petite chorégraphie sur ce matin, un lapin, un chasseur, et j'étais le lapin. Donc j'avais le rôle principal et je me souviens descendre de scène et avoir dit à ma mère, c'est ce que je veux faire, maman, je veux faire ça, je veux être sur scène. Et c'est mon premier vrai souvenir de marquant en tout cas où je me suis dit, je veux faire ce métier. Alors à 18 ans, peut-être bac en poche, je ne sais pas. Non. Non. Vous décidez de quitter votre ville natale
pour Paris. Oui, en fait, quelques mois... En fait, je faisais de la danse dans un petit conservatoire régional pas loin de Béthune. Et la directrice avait convié mes parents en leur disant « Votre fils a quelque chose, il faudrait vraiment... pourquoi pas tenter quand même de le faire monter à Paris et puis voir. Moi, j'étais tellement heureux. Sauf que mes parents, ça les terrifiait parce qu'on connaissait personne dans le métier. Et du coup, elle a dit, mais pourquoi il passerait pas l'audition pour rentrer dans l'école de danse de Ricodums, qui était un grand centre de danse où on avait une formation de danseur professionnel et on pouvait aussi passer le diplôme d'État pour être prof. Et ça a rassuré mes parents. Le diplôme d'État pour être prof. Au pire, je devenais prof de danse. Ce qui est super. Hein, Exactement. Et vous obtenez ce diplôme. Oui. Diplôme en poche, vous travaillez en tant que danseur au départ pour la télévision. Dans les années tubes, Salut les copains sur TF1 ou encore sur l'émission estivale phare des années 90, 40 degrés à l'ombre sur France 3. Et comment vous arrivez là ? C'était dans les années 90. Il n'y avait pas Internet. Et dans ce grand centre de danse où j'étais, le mardi ou le jeudi, je ne sais plus, enfin bref, il y a un jour de la semaine où il y avait un grand panneau et plein de chorégraphes, de producteurs, de metteurs en scène venaient afficher des petites affichettes avec des annonces de casting et un petit numéro. Et puis on était peut-être une cinquantaine, une centaine, je ne sais plus combien, avec un petit carnet à prendre tous les numéros. Et puis on appelait et puis on envoyait par courrier, parce qu'il n'y avait pas de mail, nos photos et nos CV pour ces castings-là. Et aussi, les studios étaient vitrés. Donc il y avait des chorégraphes qui passaient juste devant le studio et qui nous attendaient. Et puis moi, par exemple, pour les années tubes, ça s'est passé comme ça, vraiment. Un repérage dans les locaux de cette école de danse. Mais pendant ce temps, vous rêvez quand même de comédie musicale. Oui, parce que j'ai toujours ce rêve de Jane Kelly et de Fred Astaire. Je chante en parallèle de mes cours de danse et puis j'ai un goût prononcé pour jouer la comédie, vraiment. Donc, mais je sais pas comment on peut en arriver à faire des comédies musicales. Là, j'étais que danseur et ça me convenait, mais je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et il y a cette première expérience, je crois, corrigez-moi si je me trompe, de French Kiss. French Kiss. Au casino de Póvoa de Varzim au Portugal. Exactement ça. Je suis devenue comme maître de cérémonie en fait d'une revue comme le Lido, etc. Sauf que c'était au Portugal et là, j'ai commencé à chanter. Donc j'alliais la danse et le chant. Donc déjà, j'avais un petit plaisir personnel de me dire j'allie déjà deux choses que j'aime. Ça commence par là et puis vous faites un casting pour être danseur choriste dans le spectacle Il était une fois Bobino et vous êtes engagé en tant que chanteur solo. Oui. Vraiment. Et ça, je m'y attendais pas du tout parce que moi, je me dis, je chante, je danse, donc je peux être danseur choriste. Mais je m'attendais pas du tout à avoir un rôle dans ce spectacle. Et ça a été ma première vraie scène parisienne. Et on a joué, je pense, 8 mois ou quelque chose comme ça. Donc, je suis devenu intermittent et j'ai commencé vraiment ce métier grâce à Il était une fois Bobino. Grâce à Il était une fois, parce qu'après, on voit que la roue continue. Fort de ce succès, vous allez rejoindre la troupe de Génération Medley Tube. Vous parcourez la France et la Slovénie. Et puis, fin des années 90, il y a Francis Lalanne qui vous propose le rôle de Philippe dans la comédie musicale Mégalopolis. Et puis, vous continuez, vous enchaînez les castings, et puis notamment un très important, le casting de Notre-Dame de Paris, mais qui ne vous emmènera pas à Notre-Dame de Paris. Non, qui va m'emmener à Starmania. Parce que c'était sur le spectacle justement Mégalopolis avec Francis Lalanne qui avait mis en scène Bernard Bitan. Que j'embrasse très fort, qui nous écoute souvent, bien sûr. On l'embrasse évidemment. Bien sûr. Et que j'ai recroisé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Bernard. Et une des chanteuses me dit tiens, il y a un casting pour Notre-Dame, ils vont changer le casting, Patrick Fiori part, enfin bon bref, le casting original n'allait pas continuer, donc je dis ok, donc je passe le casting pour le rôle de Phébus et c'était dans un studio d'enregistrement et là Luc Plamondon sort en venant me parler en me disant écoutez non ça va pas le faire pour Phébus mais en revanche je vais vous envoyer mon assistante, elle va vous aurez les chansons de Ziggy à apprendre, apprenez-les et rappelez-moi quand vous aurez appris les chansons de Ziggy parce qu'il dit vraiment en tant que Ziggy ça le fait. Oui, vous avez plus de chance.
Et du coup, voilà, j'ai très vite appris évidemment les chansons. Et une semaine après, j'étais au Casino de Paris en train de passer un casting, vu que j'étais le seul. C'était pas un vrai casting, mais devant Luc Plamondon. Et j'ai été pris et j'ai joué Ziggy pendant 2 ans au Casino de Paris et en tournée. Et vous aviez une très jolie perruque blonde. Absolument. On a un petit extrait. Ah, Le monde est stop. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. On entend donc ces 2 voix croisées. Vous êtes la 2e personne qui arrive dans ce duo. C'est très beau. oh, merci. J'ai trouvé votre voix merveilleuse. Bon, moi, je vous connais depuis longtemps, mais je vous ai vu sur scène dans Les Producteurs, donc absolument pas étonnée d'entendre cette voix. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui quand vous voyez, par exemple, la reprise de Starmania en ce moment, qui cartonne et qui est partie en tournée? Je suis heureux de voir que Starmania touche autant encore les gens, parce que c'est un spectacle formidable. Et je suis allé à la première, j'étais invité à la première, donc j'étais très content. C'est sûr qu'il y a un petit pincement au cœur, parce que ça nous replonge en arrière, il y a une nostalgie, et puis il y a des personnages comme ça qui sont forts et qui m'ont marqué. Donc, mais ça me lâche très vite, parce que je redeviens très vite spectateur et j'embarque dans le spectacle, et je suis très très heureux du succès évidemment de Starmania, que je trouve formidable. Il y a donc ce grand moment dans votre carrière Starmania, mais ça va encore s'enchaîner puisque votre carrière musicale est lancée. Vous rejoignez la troupe Émilie Joly, le Soldat Rose, que nous traiterons d'ailleurs jeudi avec Julien Aluguette sur cette antenne. Ce conte musical signé Louis Chédid, Spamalot, qui était aussi récemment sur scène il n'y a pas longtemps. Et puis après, il y a encore beaucoup d'autres choses. Rendez-vous, Irma la Douce, avant d'intégrer Les Producteurs, une reprise de Mel Brooks par Alexis Michalik en 2021. Ça a cartonné. Est-ce que vous avez aimé cette expérience dingue? Absolument. Absolument. D'abord parce que ça venait juste après toutes ces années, cette année horrible de Covid, où on était absolument au chômage, parce que tous les théâtres avaient chômage technique, c'est la vérité. Absolument. Et puis de reprendre derrière le Covid avec Les Producteurs, avec un tel succès, avec une troupe, on était 18 sur scène, plus 7 musiciens. Ça a fait un bien fou de dire tout ça c'est vraiment derrière, de s'embrasser, d'être nombreux dans la même pièce, on s'était vraiment senti tellement mal pendant cette année-là que du coup tout a repris et fort. Donc c'était une grande joie, et puis le spectacle a eu un vrai succès, donc on a savouré vraiment. Ça a fait un bien fou d'être dans un succès, de jouer cette pièce, et avec des partenaires qui étaient formidables. Donc c'est un très bon souvenir. Alexis Michalik était assis en face de moi il y a quelques jours, et forcément je lui ai posé cette question très curieuse de savoir si Les Producteurs allaient revenir ou pas. Si jamais c'était le cas, ce qui n'est absolument pas impossible, et j'espère en tournée en tout cas pour toute la France, est-ce que vous seriez de la partie? C'est possible, ça dépend de quand, ça dépend de comment, et si j'ai d'autres choses à faire. Mais oui, ça peut. En tout cas, ça peut. Andy Coq, on a parlé de votre carrière dans la comédie musicale, mais il y a bien d'autres cordes à votre arc. En 2012, en parallèle de tout ce que l'on vient d'évoquer, vous êtes monté sur les planches, mais cette fois en scène, dans un premier one-man show intitulé Garçon manqué, mise en scène par la grande Isabelle Nanty, que je trouve formidable. Un petit extrait. Il a un prénom? Andy, oh waouh, j'ai compris, c'est l'année des A pour les chiens, merci. Déjà au collège, les profs me disaient « Oh, dis donc, monsieur Coq, vous avez fini de faire des grimaces dans mon dos ?» Alors que moi, j'étais seulement en train de demander à l'élève d'à côté « Hey, tu peux me prêter ta gamme, s'il te plaît ?» Et voilà, qu'est-ce qui vous tenait à cœur de dire dans ce spectacle, où j'aimerais beaucoup vous revoir sur scène en solo, même si on a beaucoup de choses à dire quand vous êtes en collectif? C'était surtout de raconter un parcours d'un enfant
pas forcément différent, que c'était juste une singularité et que finalement ça rentre dans la normalité, cette singularité rentre dans la normalité. C'était vraiment tout ce que je pouvais faire dans ma chambre d'enfant, tout ce que je me permettais de faire dans ma chambre d'enfant quand j'étais petit, je l'ai fait sur scène en seul en scène, amélioré, accompagné par Isabelle et écrit. Alors que moi j'improvisais des choses, je chantais, je dansais, je tourbillonnais dans ma chambre et c'est ce que j'ai fait sur scène. Seul, il n'y avait pas un vrai message fort, c'était juste d'amener, comme j'aime faire, de la joie, du sourire et puis de dire que on s'en fout de tout le reste, il n'y a pas de différence. Enfin, on ne sait pas qui a créé la différence en fait, parce que minorité, pas de minorité, on s'en fiche. On s'aime, on s'aime pas, ça, voilà, c'est tout. Voilà, on a des affinités, on n'en a pas. C'est pas grave, c'est pas très grave, c'est pas pour ça qu'on est différent ou pas bien. Bien sûr, chacun ressent parfois une singularité, parfois elle est plus prononcée dans les yeux de certains ou d'autres. En tout cas, ce qui me tient à cœur de vous demander, c'est au regard de ce que vous venez de nous évoquer aujourd'hui et de votre premier spectacle avec les années qui ont passé, que pensez-vous que dirait le petit Andy à l'homme que vous êtes devenu? C'est une question qu'on commence à poser souvent dans la presse, mais je vous avoue que voilà, j'ai envie de vous la poser. Moi, non, l'enfant me dirait maintenant ou l'inverse. C'est au choix. Moi, je dirais à l'enfant, prends confiance en toi beaucoup plus vite. Ne perds pas de temps. C'est une perte de temps de ne pas avoir confiance en soi. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses où on est reconnu pour savoir faire telle chose. Allons-y. Ne perdons pas de temps avec la confiance en soi parce que ça et dire non. Apprendre à dire non quand on n'a pas envie, quand on ne... c'est des choses... je dirais, apprends ça vite, parce que ça ira plus vite dans ta vie. Et l'inverse? L'enfant, j'espère que... je pense qu'il doit être fier d'avoir réussi à faire ce qu'il avait envie de faire quand il était petit. En fait, quand j'étais petit, je voulais faire ça, ce métier. Donc je le fais... Et je le fais à ma façon, je le fais pas en me fourvoyant ou en étant quelqu'un d'autre ou en écrasant d'autres. J'essaie de le faire vraiment avec tout mon envie de faire ce métier, mon plaisir et de garder mon plaisir parce que c'est un métier difficile où on peut perdre le plaisir, on peut perdre l'envie parce que il y a des gens qui sont pas justement très gentils, très bienveillants. Il y a une façon de faire ce métier qui est particulière. Donc j'espère que le petit garçon en moi est fier de ce que j'ai accompli avec sincérité et honnêteté. Très certainement, et j'ai même envie de dire, et beaucoup plus que ce que vous désiriez. Oui. Parce que la comédie musicale, c'est fait. Oui. Mais en parallèle de tout cela, dans votre carrière, il y a du cinéma. Avec Agathe Cléry, d'Étienne Châtilliez, ou encore la comédie à succès Star 80, Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Est-ce qu'il y a un rôle que vous rêveriez de jouer? J'aimerais le méchant dans James Bond parce que c'est vraiment aux antipodes de ce que je suis. Mais je trouve ça toujours intéressant quand des gens qui ont une espèce de bonhomie gentille, etc., jouent des méchants ou jouent des gens un peu dérangés parce que c'est très étonnant, c'est plus étonnant. Et puis j'aimerais aussi jouer quelqu'un de quotidien, c'est-à-dire qu'on me propose souvent des rôles très extravagants, très extérieurs, très extravertis. Et j'aime aussi, comme dans Le Vertige, justement, la pièce d'Adrien Racah, c'est beaucoup plus quotidien, c'est une pièce actuelle d'aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui, avec un costume d'aujourd'hui, et ça me fait un bien fou, ça aussi, de jouer sobrement et le quotidien. C'est vrai, parce que ces dernières années, on vous a proposé au théâtre La Cage aux Folles ou encore Les Faux British. Et puis, bien sûr, on vous a vu dans Les Producteurs, mais on vous retrouve aujourd'hui dans ce rôle, celui de Marc, alias Marcus, dans Le Vertige d'Adrien Racah, mise en scène par Serge Postigo depuis le 1er février au Théâtre de la Madeleine. C'est joué par vous, Alexis Moncorgé, Anne-Sophie Germanaz et Arthur Fenwick, qui, je me permets... Qui sont fantastiques. Et qui a des faux airs de Félix Radu.
Ah oui. Est-ce que vous voyez? Oui, absolument. Je l'ai vu, j'ai cru que c'était lui. Arthur, oui, pourquoi Un pas. petit air. Dans cette histoire, alors, on démarre un dimanche de juin. Oui. C'est un jour spécial pour Tom, qui a 38 ans, qui est élégamment vêtu d'un costume noir et qui mène une très belle carrière d'avocat. Mais ce jour-là, il est spécial. Il accueille son premier enfant, 61 cm, 4,3 kg. Oui. La Exactement. pièce démarre, je crois, précisément comme ça. Absolument, et c'est une fête qu'il organise pour la naissance de son bébé. Mais tout ne se passe pas comme prévu et on se retrouve enfermé sur cette terrasse au dernier étage d'un sublime immeuble parisien. Sur le rooftop du nouvel appartement Exactement, de Tom. de son nouvel appartement où on sent que sa carrière va bien et tout va bien pour lui. Et on se retrouve comme ça coincé sur cette terrasse et la pièce démarre à ce moment-là où on commence à se dire la vérité, à se dire des vérités d'amis qui traînent depuis longtemps, des choses qu'on ne devrait peut-être pas se dire et qui peuvent blesser. Mais tout ça est sous gouverne de beaucoup de rires. Les gens rient beaucoup. Je pense qu'ils se reconnaissent tout simplement dans leurs histoires d'amitié. Et ça rit beaucoup. C'est une vraie comédie, mais qui touche, je crois, par la sensibilité de l'écriture d'Adrien Raca. Et l'honnêteté aussi de son écriture, parce qu'on se dit des choses très honnêtes, très sincères, et que ça fait du bien, je crois, aux gens de voir des amis se dire des choses, s'embrouiller, se libérer quelque part de quelque chose. Exactement. Avec à la fois honnêteté et affection. Mais on va le développer dans un instant sur l'antenne de Radio J, parce que tout de suite c'est le rappel des titres, et puis dans un instant on poursuit également cette émission avec Alban Bartoli que vous connaissez, je crois, Andy. Allez, on revient dans un instant avec Andy Cook pour la pièce Le Vertige d'Adrien Raca au Théâtre de la Madeleine sur Radio J. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Nouvel attentat déjoué en Judée-Samarie près de l'implantation d'Itamar. C'était en début d'après-midi. Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité avant de pouvoir agir. Dans le nord également, des terroristes ont ouvert le feu sur une maison du kibboutz de Merav. Si l'attaque n'a fait aucun blessé, le bâtiment a lui subi des dégâts. Les forces de sécurité présentes dans le secteur ont riposté en direction de la source des tirs. Les Houthis du Yémen poursuivent leurs attaques en mer Rouge. Après avoir ciblé 2 navires dans la zone à l'aide de missiles la nuit dernière, l'agence britannique des opérations commerciales maritimes a signalé une explosion à proximité d'un navire marchand au large du golfe d'Aden vers 16h, heure locale. La Commission européenne propose de réduire ses émissions de CO2 de 90% d'ici à 2040. L'Union s'est déjà mise d'accord sur une réduction des émissions de 55% comparée au niveau de 1990 d'ici à 2030. Elle vise la neutralité carbone d'ici à 2050. En France, le nom des ministres délégués et secrétaires d'État qui compléteront le gouvernement de Gabriel Attal seront annoncés dans les prochaines heures. Annonce du chef de file des députés Renaissance, Sylvain Maillard. Enfin, l'éducation nationale se met une nouvelle fois en grève. 2e grève en moins d'1 semaine après une journée d'action qui a mobilisé jeudi dernier un enseignant sur 5. Selon les chiffres officiels, les objectifs restent les mêmes. Obtenir une hausse des salaires, défendre l'école publique, mais aussi rejeter la réforme des lycées professionnels. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Andy Cook sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.
Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Andy Coq, pour la pièce Le Vertige d'Adrien Racah. C'est au Théâtre de la Madeleine du mercredi au samedi à 19h, les dimanches à 18h. Et forcément, nous en parlions et nous allons continuer d'en parler longuement de cette pièce, Andy Coq, où finalement, c'est l'histoire de ces quatre amis d'enfance à un moment tout à fait particulier de leur existence. Exactement. Du coup, disons que c'est la fête pour la naissance de ce bébé, et puis le prétexte un peu de cette pièce, c'est que les trois amis ne trouvent pas le bébé de Tom particulièrement joli. Voire moche. Voire, il le trouve moche. Donc la pièce démarre un peu avec ça, et c'est un peu le début de la déferlante de vérité qui va se dire. C'est ça. Après tout ça, mais... Ouais. Très sincèrement, il y a deux passages que j'ai notés où on peut que mourir de rire, parce que il y a, je crois que c'est Lisa dans la pièce qui dit: si je devais noter ta fille, je lui mettrais un 6 sur 10. Ah non, ça c'est Benjamin, c'est le rôle de Benjamin. C'est le rôle de Benjamin, oui. et qui dit aussi, et on lui dit: t'as pas le droit de noter un bébé. Il dit: si je suis prof, je peux tout noter. Exactement. Donc ça va jusque-là. Ça va jusque-là, c'est assez drôle. Et il faut dire que Benjamin est surtout le frère de Tom. Lui, oui. Donc Tom, qui est ce petit frère, donc Tom qui est finalement un trentenaire, à qui tout réussit, qui vient d'avoir ce bébé moche, on va le dire très franchement, mais qui est très autocentré. Oui, aussi. On peut le dire aussi. Il y a son petit frère Tom, qui est prof de musique et qui est aussi amoureux de Lisa. Oui. Il s'avère que Lisa est une comédienne un peu ratée. Qui ne travaille pas beaucoup. Voilà. Qui elle-même est amoureuse de Tom, qui vient d'avoir un bébé, et qui elle aussi, a une petite aventure avec Tom. Oui, sans tout révéler. On ne dira pas la suite, mais forcément, il va se passer pas mal de choses autour de cela. C'est vraiment, c'est pour ça que le bébé moche, c'est vraiment le prétexte à toutes ces petites histoires en parallèle qui deviennent plus importantes petit à petit dans la pièce. Et alors, je me suis interrogée sur le titre, Le Vertige. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est parce que c'est le moment du réglage de compte où chacun saute dans le vide en vidant sa besace? Oui, c'est l'image du vertige, vraiment. Je pense que c'est un moment de leur vie où tout le monde est en hauteur et a le vertige de la vérité, de est-ce qu'on reste amis, est-ce qu'on est des amis, est-ce qu'on se pardonne tout parce qu'on est amis, est-ce qu'on a le droit de se dire tout parce qu'on est amis. Et puis il y a au tout début de la pièce une voix off qui dit que à la fin de la pièce, l'un des 4 personnages va sauter. Donc on assiste aussi à toute la pièce et évidemment les 4 personnages ont des raisons de sauter. C'est pas du tout dramatique. Il n'y a pas de mélo, en tout cas sur ce passage-là. Ce sont des gens de la vie quotidienne et chacun peut se retrouver dans vos personnages. Donc le vertige s'explique aussi par ce saut, et c'est un mélange de tout ça. Tout le monde a le vertige en fait là-dedans. Et vous êtes donc Marcus. Oui. Qui a autant d'affection que de haine finalement pour Tom, qui est un peu au-dessus, parce que vous travaillez ensemble dans ce cabinet d'avocats, mais il a tout de mieux et vous êtes toujours presque. Moi, je suis presque, mais on est amis depuis très longtemps et je crois que et Benjamin, le frère de Tom, et Lisa, on pardonne beaucoup de choses à Tom. Et c'est un moment où on a peut-être moins envie de lui pardonner, d'être passé l'arbin, mais presque. Il y a des gens vraiment comme ça qui sont beaux, qui sont intelligents, charismatiques et tout, à qui on pardonne un peu trop de choses, je trouve, dans la vie. Et le personnage de Tom représente bien ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut dire non, stop. Si t'es méchant, t'es méchant. C'était pas. On peut pas tout faire, on n'a pas le droit de tout. Donc, c'est 4 personnages vraiment très différents et en même temps qui sont très complémentaires. On comprend leur amitié, vraiment.
Et il se passe vraiment un truc entre nous quatre. C'est les 4 comédiens entre nous. On adore jouer ensemble et je pense que ça transperce du coup le plateau. Ça se ressent et je me suis forcément attardée sur vous, Andy, avec un très très beau monologue. Vous avez tous les 4 de très beaux monologues, des moments forts qui vous laissent exister chacun en dépit des autres. Et alors j'ai remarqué que vous étiez assez à l'écoute, émerveillé par un monologue en particulier qui est très fort. Celui de Lisa. Celui de Lisa. Bah oui, qui est bouleversant. Qui n'est pas inconnu. Et donc j'ai un extrait. Je pèse 48 kilos. Ah bah oui. Peut-être un peu plus. Un peu moins. Ça dépend si j'ai du chagrin ou pas. Je pèse le poids de mes mots. Mes mots qui valent ce qu'ils valent. Mais en tout cas, ce sont les miens. Et ces mots, quand je te les lance et que tu les attrapes pas, je pèse le poids de l'absence avec ma rage au bout des doigts. Voilà, ce discours. J'avais jamais entendu la version chantée. Et je ne connaissais pas la version chantée. Je me suis rapprochée de celle de Mama Béa qui est citée sur scène. Absolument. Et c'est Mama Béa sur cet extrait-là. Et il se rapproche de celui de Lisa. Absolument. Qui l'interprète d'une toute autre manière. Oui, qui est beaucoup plus théâtral. Théâtral mais vibrant. Et on sent que, bon, d'une part en tant que spectatrice, spectateur, ça nous prend aux tripes. Oui. Mais on sent votre émotion aussi un petit peu. Elle me bouleverse. C'est Anne-Sophie Germanas qui est fantastique, qui joue le rôle de Lisa. Et on est assez d'accord, les trois mecs, pour les 3 acteurs, que à chaque fois qu'elle démarre ce monologue, il y a on a le souffle coupé vraiment. Moi, je suis hypnotisé. Je n'arrive pas à la quitter des yeux. Et j'espère que la salle aussi, je pense que la salle aussi, parce qu'elle a une force de jeu intense. Et on lui a déjà dit, mais pour moi, c'est la nouvelle Annie Girardot. Pour moi, elle a autant de sensibilité que de gouaille, que de force. Je la trouve bouleversante et j'espère que les gens vont la voir. C'est le moment fort, voilà, de ce spectacle, de cette pièce de théâtre. En parallèle, il y a un objectif dans cette pièce, c'est faire une vidéo à ce bébé. Donc on ne dira pas tout, mais chacun y va aussi de son mot. Et le vôtre est très amusant. Oui, parce que j'ai vu des photos d'elle, donc je peux pas m'empêcher de lui dire que j'ai vu des photos et je lui souhaite bon courage. Voilà, donc on a tout teasé. Il y a quelques phrases à retenir pour terminer. Tous les grands hommes sont des sales types. Premier titre. Oui. Un bébé, c'est 5% de bonheur, 99% d'emmerde, sauf que ça fait 104%. Le plus important dans la vie, c'est d'aller d'échec en échec et de garder son enthousiasme. Et pour terminer, sois égoïste, pense à toi, n'aie pas peur d'aimer, ose aimer. Il est fort, Adrien Racah, quand même. C'est beau, hein. Voyez, quand même. Et je l'embrasse aussi. Je l'embrasse bien fort pour l'avoir reçu sur cette antenne. Il a sorti un livre aussi en parallèle. Absolument. Je voulais terminer parce que je ne suis pas venue voir cette pièce, mais je voulais quand même l'évoquer avec vous parce que vous ne chômez absolument pas. On dit coq, hein, vous êtes sur scène une autre fois dans L'amour chez les autres, est au théâtre Édouard VII pour l'amour donc chez les autres depuis le 20 janvier. C'est du mardi au samedi au dimanche. 21h. 21h. C'est pour ça que c'est possible. Mais franchement... Et que les théâtres ne sont pas très très loin. Bravo. Merci. Bravo. Samedi à 16h30, dimanche à 16h, donc c'est un enchaînement incroyable. Oui. La question très bête, vous n'avez pas peur de vous y perdre? Alors, ça pourrait, je pense. Pour l'instant, non, parce que c'est assez nouveau. Mais il faut rester très 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 concentré. Ça demande, ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Mais c'est 2 pièces que je trouve formidables et c'est 2 rôles que j'avais jamais interprétés. Et je me suis dit, il faut que je commence à choisir. Il ne faut pas que je me contente juste de ce qu'on me propose, qui est déjà une chance. On est bien d'accord, superbe. Mais quand on a le choix, c'est encore plus merveilleux. Ouais, il faut à un moment donné dire, ok, faut que je sorte de ma zone de confort, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on dit beaucoup, la bienveillance, etc. Là. Mais c'est vrai que j'ai essayé de sortir de ma zone de confort pour de vrai, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un petit renouveau aussi de plaisir de jouer, parce que ça peut s'éteindre comme de chanter, comme parfois ça s'éteint parce qu'on n'a pas la bonne chanson, on n'a pas la bonne pièce, et puis d'un coup on choisit. Et ça nous fait un bien fou et on reprend goût et on a envie d'en faire encore pendant 20, 30, 50 ans derrière.
En tout cas, dans cette pièce mise en scène par Ladislas Chola, signée Alan Ayckbourn, adaptée en français par Marie-Julie Beaup, vous êtes aux côtés d'Ariel Mallet, Virginie Coq, Jonathan... vous voyez, Andy Coq, donc vous, et puis Jonathan Lambert. Vous êtes 3 couples dans une histoire assez rocambolesque. Un petit mot pour nous donner envie de venir vous voir. C'est un vrai vaudeville à l'anglaise. La particularité, c'est que les couples vivent évidemment dans des appartements séparés, mais tous en même temps sur scène. Donc ça bouge, on suit tout. Quand il y a un couple qui parle, l'autre est encore sur scène en train de vivre. Super. Et ainsi de suite. Et le clou, le climax de la pièce, c'est que donc c'est 2 couples qui se trompent. Et leur alibi, c'est mon couple, avec Sophie Bouillou qui joue Marie Chestnut et moi William Chestnut. Et on est invité à dîner chez les 2, sauf qu'on est invité un soir un jeudi, un soir un vendredi, mais que le dîner se passe en même temps les 2 jours. Donc nous, on est un jeudi d'un côté et un vendredi de l'autre. Et il y a vraiment une scène où tout se... Un vrai vaudeville. Oui, tout se joue en même temps dans les deux soirées. Et c'est assez frénétique. Et c'est assez drôle. Ça donne très envie en tout cas de venir vous voir. Je viendrai avec grand plaisir. Andy Coq, dans cette partie d'émission à présent, on va découvrir toute la culture encore une fois, mais que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Andy Coq et bonjour à tous sur Radio J. Comme chaque semaine, je vais vous parler de culture, musique, cinéma, littérature et je me suis intéressé à ce qui allume quelque chose en vous, Andy Coq. On va commencer en musique avec un petit goût de paradis car vous nous avez confié, Andy, être un fan inconditionnel depuis toujours de celle que l'on a longtemps surnommée la petite fiancée des Français. Je parle bien évidemment de Vanessa Paradis. Chanteuse, actrice et mannequin, c'est en 87 qu'elle décide, à l'âge de 14 ans, de monter à bord d'un célèbre taxi en direction de la gloire. Une gloire qui ne l'a jamais quittée puisqu'après 36 ans de carrière, on se souvient tous de cette chanson. Petite impro peut-être Andy par-dessus. Il est trop tôt. En tout cas, son titre phare, Joe le Taxi, se classe numéro 1 au top 50 pendant 11 semaines en France. Mais le titre dépasse aussi les frontières car elle se classera numéro 1 en Belgique, en Suisse, au Canada, en Israël, en Irlande, en Angleterre ou encore en Allemagne. La chanson devient un tel phénomène qu'elle sera reprise dans de nombreuses langues, en anglais, en espagnol, en allemand ou encore plus surprenant, en chinois. Alors je vous propose d'écouter ce que ça donne. Joe the taxi doesn't take our fare. Donc ça c'est en anglais. His yellow saxophone. Là on a la version espagnole. Et là c'est Vanessa. Et là c'est Vanessa qui chante, ouais. Ah, c'est génial. En allemand. Et le meilleur pour la fin, en chinois. C'est pas Vanessa là. Non, là c'est pas Vanessa. Ah, j'aurais adoré l'avoir en face pour le dire. Vous vous souvenez de ça? Si drôle. C'est rigolo, hein? Très rigolo. En tout cas, dans les titres les plus notables de Vanessa Paradis, hormis Joe le Taxi, on compte évidemment Marilyn et John, Dis-lui toi que je t'aime, Tandem ou encore Divine Idylle, entre autres, puisqu'elle a une grosse discographie. Elle a à son actif 7 victoires de la musique, des récompenses qui contrediront d'ailleurs bon nombre de détracteurs qui ne voyaient en elle qu'une adolescente un peu niaise, transformée en produit marketing. Mais Vanessa Paradis n'est pas qu'une chanteuse puisqu'elle deviendra aussi et surtout une actrice qui compte. En 89, elle jouera dans son tout premier film Noces blanches, film pour lequel elle remportera d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin en 90. Le premier film d'une très longue série, dans les plus notables on se rappelle évidemment de Café de Flore, Sous les jupes des filles, Un monstre à Paris ou bien encore l'un des plus gros succès de sa carrière, L'Arnaqueur, aux côtés de Romain Duris, qui comptabilise à ce jour près de 9 millions d'entrées. C'est incroyable quand même. Pour agrémenter ses looks bohème chic si célèbres, elle aura l'honneur d'être décorée officier de l'ordre des
des arts et des lettres en 2007 et chevalier de la Légion d'honneur en 2015. À l'instar de Sophie Marceau ou encore de Brigitte Bardot, Vanessa Paradis fait partie de ces Françaises que le monde nous envie. Surtout outre-Atlantique, et ce n'est pas la star mondiale Johnny Depp qui nous contredira, car il en fera même son épouse de 98 à 2012. Ensemble, ils auront 2 enfants, la désormais très célèbre Lily Rose Depp, qui suit les traces de ses parents avec talent, et leur fils Jack, qui pour l'instant se fait très discret. Et en parlant de paradis, on me souffle dans l'oreillette que le vôtre Andy serait sûrement de monter dans le célèbre taxi de Vanessa et d'aller vous déhancher sur les tubes de la chanteuse en vous offrant une soirée poupée chiffon au Macumba de Dole. Je sais exactement qui a sourcé. Mes sources sont bonnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que papier chiffon? Les soirées poupée chiffon, pardon. Parce qu'on jouait, j'ai joué dans le Soldat Rose et on a monté le spectacle à Dole, dans la ville de Dole, et on a joué, je pense que c'était un zénith ou vraiment bref, à la fin de la résidence là. Donc, et j'étais avec mon amie Jessie Fassano, qu'on embrasse évidemment. On embrasse évidemment, c'est mes sources, hein. Et qu'on peut retrouver tous les soirs sur France 2. Dans N'oubliez pas les paroles. Tout à fait. Qui est la choriste, comme ça on voit un visage, hein, parce exactement. que elle vivait un chagrin d'amour, figurez-vous, pendant cette période. Et puis à Dole, il y avait une boîte vraiment, une boîte comme le Macumba. Oui, voilà, le Macumba. J'ai l'impression qu'il est dans tous les endroits un peu loin, le Macumba. Ouais. Et dans le Soldat Rose, il y a une chanson qui s'appelle Made in Asia, où elle dit poupée chiffon. C'est qui était d'ailleurs chanté par Vanessa à l'époque, et dans notre version c'était Nancy Sinatra. Et quand on avait décidé d'oublier un peu les choses, de boire un peu trop, on disait on se fait une soirée poupée chiffon. On va rentrer poupée chiffon. Voilà donc l'explication. On adore. En tout cas, on embrasse Jessie Fasano, qui est une artiste exceptionnelle. À regarder sur France 2. Donc après ces petites indiscrétions, c'est du côté de votre bibliothèque que l'on va aller avec vous, Alban. Absolument, Cyrielle. Je crois savoir, Andy, que vous avez en ce moment un livre qui traîne sur votre table de chevet, mais que vous n'avez pas encore eu le temps de l'ouvrir. Eh bien, sachez que j'ai le même que vous. J'ai le même problème. Et je vais tenter de donner envie du coup à nos auditeurs de l'ouvrir un peu plus vite que nous. Il s'agit du livre La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Vous connaissez certainement Panayotis en tant qu'acteur et humoriste. Vous l'avez pour certains découvert dans la saison 2 de LOL qui ressort sur Prime Video en 2022. Mais c'est surtout l'année dernière que l'humoriste a fait parler de lui avec son premier livre qui a fait couler beaucoup d'encre. Derrière cette gueule d'ange, de beau gosse même on peut dire, ce sourire et ce talent pour faire rire se cache en réalité un jeune homme de 25 ans qui a souffert et qui souffre encore. Dans ce livre, Panayotis, c'est très dur à dire, traite 3 thématiques fortes: sa relation avec son père, qui, je le rappelle, est écrivain et homme politique, l'acceptation de son homosexualité et la dépression. Des thèmes abordés avec une plume bien aiguisée et une modernité absolue. Alors, je vous propose de vous lire la 4e de couverture du livre pour y comprendre le ton, et ça va peut-être vous motiver encore plus pour l'ouvrir plus vite. Ce livre me fait peur. Il a été douloureux à pondre. Mon père nous a annoncé qu'il n'allait pas tarder à mourir et je me suis mis à l'écrire. 3 années au peigne fin, mes relations, mes pensées paranoïaques, mon rapport étrange avec lui, craché sur le papier. Je me suis donné pour but de le tuer avant qu'il ne meure. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais traverser un épisode dépressif si intense que j'allais frôler la mort moi aussi. C'est l'histoire de quelqu'un qui cherche à tuer, soi ou le père. Finalement, ça revient au même. Wow. Malgré l'ombre et la noirceur de ce récit, on y retrouve quand même beaucoup de tendresse et évidemment l'humour si caractéristique de Panayotis. Le livre a été un véritable événement puisqu'il a été classé pendant 3 semaines consécutives numéro 2 des meilleures ventes de livres en France. La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco, c'est 232 pages de sincérité et c'est disponible aux éditions Stock. Et c'est donc vers vous que je vais me tourner, Andy, car une question me vient du coup. Comme on le constate avec le récit de Panayotis ici, on dit souvent que les gens qui ont un don pour faire rire à la scène sont souvent des gens qui pleurent à la ville. Alors quand on voit votre personnalité ultra solaire et joyeuse, est-ce que vous aussi vous vous sentez touché par ce syndrome du clown triste personnellement, ou pour vous il s'agit seulement d'une légende urbaine? Non, c'est pas une légende. En tout cas, moi, elle ne me concerne pas. J'avoue que je suis pas quelqu'un de triste ou de nostalgique. S'il m'arrive quelque chose de très grave, évidemment, comme tout le monde. Mais dans la vie, non, j'essaie toujours de trouver au contraire ce qui va bien, ce qui fait que c'est beau, ce qui fait que c'est bien, et je me laisse rarement tirer vers le bas. Et donc, quand des gens essayent vraiment, je ne les vois plus. Donc il n'y aura pas une certaine noirceur à tirer de vous aujourd'hui dans cette émission, non? Non, je ne suis pas ce genre d'artiste. On l'a pas vu du tout, en tout cas, ni senti, pour être tout à fait franche. C'est pas moi.
je me reconnais pas là-dedans, mais je comprends que ça puisse rendre triste aussi. Mais moi, quand j'ai fait justement Garçon manqué, j'ai eu ça. Je suis rentré certains soirs triste d'être seul sur scène, de pas avoir fait rire autant que je l'avais espéré. Ouais. Il y a un truc, je peux comprendre. Hein, oui. C'est pour ça que le one man, le seul en scène, j'ai dit bon, non. Si c'est pour me tirer vers le bas, non. Non. Très bien. Eh bien, très bien. Après la musique et la littérature qui vous plaît, c'est du côté du petit écran que on va aller avec une série américaine pour terminer, Alban. Tout à fait. Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai appris, Andy, que dès que votre planning vous le permettez, vous n'hésitiez pas à vous poser devant un épisode de la série Shameless avec un plat de gratin d'endive de votre maman sur les genoux pour vous détendre. Sachez que ça, vous j'ai l'avez découvert... chopé sur les réseaux. Exactement. Voilà. Sachez que j'ai découvert moi aussi cette série il y a quelques mois et j'en suis fan complet. Je suis alors ravi d'avoir l'occasion d'écrire sur le sujet. Alors Shameless, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série américaine qui a débuté en 2011. Une série qui raconte l'histoire de la vie chaotique de la famille Gallagher. Ça se passe dans les quartiers sud de Chicago. On entend le générique en fond sonore. Fiona, la grande sœur, élève ses 5 frères et sœurs comme elle le peut. Abandonnés par leur mère dès leur plus jeune âge, leur père Frank, quant à lui, passe son temps à profiter du système et à dilapider l'argent des allocations familiales. Son éthique douteuse rivalise avec son amour inconditionnel pour l'alcool et les drogues. Et à chaque épisode, il leur arrive 1001 choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec Shameless. Et les curseurs du chaos et du vice sont poussés à leur paroxysme. C'est incroyable. Les personnages de Fiona, Lip, Yann, Debbie, Carl et les autres sont des perles brutes de l'humanité. Chaque membre de la famille contribue à l'absurdité touchante de la série. Ils sont dans une lutte quotidienne pour survivre et malgré les circonstances, ça crée une toile narrative complexe tissée avec des fils de tragédie et de comédie. La série aborde des thèmes sociaux très importants comme la pauvreté, les addictions, les genres, les troubles mentaux, les grossesses précoces ou encore les inégalités. Alors petite précision, le programme est quand même interdit aux moins de 18 ans car c'est un programme qui montre tout. Pour moi, Shameless, c'est quand même bien plus qu'une série, c'est une expérience de vie déjantée. Elle réussit à nous faire pleurer mais surtout beaucoup rire tout en dévoilant les complexités de la condition humaine à travers le prisme de cette famille hors du commun. C'est une œuvre audacieuse qui n'a pas peur d'être authentique, chaotique et étonnamment humaine finalement. Alors si vous voulez vous rassurer sur votre propre condition, c'est la série qu'il vous faut. Votre vie vous paraîtra si paisible comparée au drame auquel la famille Gallagher se retrouve confrontée au fil du temps. La série compte 134 épisodes réunis en 8 saisons, donc effectivement il faut quand même avoir un peu de temps pour en venir à bout. Mais bon, il y a le gratin d'endive pour faire tenir. Et c'est disponible sur Prime Video. La conclusion à ma chronique me paraît finalement très simple. J'ai constaté en préparant cette émission, Andy, que l'on a les mêmes goûts musicaux. Ah, ça c'est bien. Que l'on a les mêmes lectures en attente. Pas mal. Et que l'on regarde les mêmes séries. Oui. Moi aussi, j'adore le gratin d'endive. Je suis très fort en mandala. Je crois que vous aimez bien ça. Ça me détend. Et on m'a soufflé que vous ne supportiez pas les gens qui font des bruits de bouche quand ils mangent. Et par chance, ce n'est pas mon cas. Alors on se fait quand une colocation ? Bah bientôt alors. Attention, ma proposition expirera à la fin de cette émission. Et ça c'est dit, je vous laisserai lui répondre à Alban Bartoli en off. Merci beaucoup cher Alban pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, c'est l'introspection. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on poursuit avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, Andy, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va tenter de jouer à cela maintenant avec 10 questions pour vous connaître davantage. Andy Cook, si vous aviez la... Cook. Oui. J'ai envie de vous appeler Cook depuis très longtemps. Vous pensez que je cuisine donc. C'est parce qu'on a parlé d'endive. Exactement. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Des quelques ex qui ne m'ont rien apporté. Oui. Parce que parfois on se dit non, je retire rien parce que ça m'a appris des choses et tout. Non, il y a des ex qui m'ont fait perdre du temps. Point. J'adore cette réponse. Cette réponse est exceptionnelle parce qu'en règle générale, on me dit rien. Donc j'aime beaucoup cette réponse. Il y a une question que je vous ai déjà posée, donc je ne vais pas vous la poser, mais je vous dis laquelle est-ce. C'est quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Vous y avez répondu finalement tout à l'heure. Il faut vite prendre confiance. Il faut donner confiance aux enfants, leur apprendre à avoir confiance en eux très vite. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on perd comme temps à se dire non, j'ose pas, je peux pas, je suis pas à ma place. Non, faut y aller. Vraiment, on n'a rien à perdre. Y a-t-il eu, Andy, un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? J'espère que ce sera
sera la cinquantaine. Parce que je m'y approche et Je sais pas où vous l'avez mise en tout cas, hein, parce que merci. On voit rien du rien. Énormément. Non mais enfin, je mets pas d'œil, mais il y a pas un cheveu blanc. Non, ça c'est mon père. Voilà. Contrairement à moi. On touche partout. Oh ouais, mais... Non, franchement, bravo. Une prochaine question. Quelle fut la plus grande erreur dans votre vie et potentiellement comment vous l'avez résolue? C'est vraiment très très honnête, très sincère. Moi, je n'ai pas grand chose à cacher. Mon one man show, je l'ai fait pour faire plaisir à d'autres parce que les gens me trouvaient drôle et ils se sont dit mais j'ai tellement entendu mais fais un spectacle, fais un one man. Et puis tout s'est aligné. J'ai trouvé auteur, metteur en scène, producteur en même temps. Je me suis dit bon bah tout s'aligne, c'est que bon. Et dans le fond, j'avais pas foncièrement envie de le faire. Et ben ça a été la pire expérience de mes 30 ans de carrière. Donc je ne ferai plus quelque chose pour faire plaisir aux autres uniquement en tout cas. Eh bien justement, je prends le contre-pied. Qu'aimeriez-vous faire mais que vous ne faites pas et peut-être par peur d'être jugé? Écrire. J'aime vraiment écrire, mais à chaque fois je vais pas au bout des projets que j'ai, des pièces de théâtre, des trucs, des séries, des trucs que je commence à écrire et je vais pas au bout parce que je me juge et que j'anticipe aussi de le faire lire aux autres, les non-réponses, les gens qui répondent pas, les producteurs qui disent oui mais il faut changer ça et ça me fait baisser les bras instantanément. La chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Cette année, elle débute. On va dire 2023. Avoir accepté 2 pièces en même temps, c'est un vrai challenge et 2 pièces qui me plaisent et qui me mettent ailleurs. C'est quelque chose d'important là. Oui, un choix important. Si je vous parle d'amour, cela résonne comment? C'est l'absolu. Pour moi, le bonheur, l'amour, c'est simple. Si c'est compliqué, c'est que c'est non. Si c'est simple, c'est que c'est le vrai amour, et puis c'est tout. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps, ou bien, au choix, sur votre personnalité, ce serait quoi? Je dirais manger ce que je veux sans grossir. Andy Coq, oui. Si vous étiez président de la République, oui. Quelle serait votre première mesure? Je dirais qu'il n'y a pas de minorité. Il n'y a pas de tout ce qui semble être différent ou qui rend les gens différents ou qui se font sentir différents ou en minorité. Non, ça n'existe pas. Chaque être humain est un être humain, point barre. Et je ne sais pas si c'est très politique, mais en tout cas, ça ferait une belle union d'humains. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? La joie que j'ai essayé de donner, en tout cas oui, la joie que j'ai donnée. Merci pour ces réponses. Merci à vous. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte Nathalie Dedrieux pour le portrait. Mais tout de suite, la pause puis le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour à tous, on ouvre ce journal sur le nord d'Israël où le Hezbollah a mené plusieurs attaques à l'aide de drones aujourd'hui. Dernière en date aux alentours de 16h, heure israélienne. Des alertes à l'infiltration ont en tout cas retenti en Galilée, notamment dans les kibbutzim de Dan, de Daphna et de Shear Yeshuv. En réponse, Tsahal a frappé la ville de Roula dans le sud du Liban. Autre attaque recensée en Judée-Samarie par ailleurs dans le kibbutz de Merav où une maison a été endommagée, mais aussi près de l'implantation d'Itamar où le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité avant de pouvoir agir. Toujours sur le terrain, mais du côté de la bande de Gaza, Tsahal poursuit ses combats à Khan Younes. On fait le point sur la situation sur place avec Pascal Sunshine.
Sunshine. Sur le front de Gaza, Tsahal poursuit donc ses opérations sur plusieurs points du territoire, en particulier donc à Khan Younes avec des combats en surface mais aussi dans les tunnels contre les terroristes du Hamas. La 98e division de Tsahal est déployée principalement dans l'ouest de la ville où des dizaines de terroristes ont été tués et près d'une centaine d'autres arrêtés. Parmi les terroristes éliminés la nuit dernière dans le centre de la bande de Gaza, un membre du djihad islamique qui avait participé au massacre du 7 octobre. Et puis hier soir, le ministre de la Défense a confirmé que la prochaine étape de l'offensive de Tsahal serait pour la ville de Rafah sur la frontière entre Gaza et l'Égypte. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le secrétaire général des Nations Unies a nommé un comité indépendant pour enquêter sur l'UNRWA. Antonio Guterres a annoncé la création de ce comité pour évaluer la neutralité de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'objectif de ce comité est de répondre aux accusations qui visent plusieurs de ses employés accusés par Israël d'avoir pris part au massacre du 7 octobre. Ce groupe d'évaluation sera mené par l'ex-ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée au Proche-Orient pour pousser une trêve à Gaza. Anthony Blinken était hier en Arabie Saoudite, première étape de sa tournée. Après Riyad, il est arrivé en début d'après-midi au Caire, en Égypte, où il va s'entretenir avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Il se rendra ensuite en Israël, Daniel Haïk. On estime en Israël que Blinken va se focaliser cette fois-ci sur la nécessité d'accentuer l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Autre dossier à l'ordre du jour, la libération des otages et la présence de Blinken dans la région devrait servir de levier de pression sur l'Égypte et le Qatar afin qu'il force le Hamas à assouplir ses positions. Enfin, Blinken devrait évoquer également avec ses interlocuteurs israéliens le dossier de l'après-guerre qui préoccupe beaucoup les Américains. Hier, Blinken était à Riyad, il s'est entretenu avec Mohammed ibn Salman. Et ce voyage du secrétaire d'État américain, le 5e dans la région depuis le début de la guerre, intervient alors que les États-Unis poursuivent leur campagne de représailles contre les milices alliées à l'Iran qui, le mois dernier, on le rappelle, ont attaqué et tué des troupes américaines en Jordanie. Autre homme politique en déplacement au Moyen-Orient et plus particulièrement en Israël, le président d'extrême droite argentin Javier Milei. Il a déclaré à sa descente d'avion à Tel Aviv que son projet était de déménager l'ambassade de son pays actuellement près de Tel Aviv à Jérusalem. Le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a salué cette annonce, relevant que le chef d'État argentin tenait ses promesses en la matière. En France, nouvelle grève dans l'éducation nationale, la deuxième en moins d'une semaine, après une journée d'action qui a mobilisé jeudi dernier un enseignant sur 5 selon les chiffres du ministère de l'Éducation. Les syndicats SNES-FSU, principal syndicat dans les collèges et les lycées, la CGT et Sud, ont appelé à une nouvelle grève ce mardi pour défendre les salaires et s'opposer à la politique éducative au collège. Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU. On sent que nos collègues ont aussi envie d'en découdre, de continuer, parce que ce qui se passe dans les collèges et les lycées, et de manière plus générale dans l'éducation nationale, est très grave. L'école publique est en train de s'effondrer, le collège est en train d'être démantelé avec le choc des savoirs et les groupes de niveau, et on ne peut pas rester sans réaction. Donc il y a la volonté d'avoir un rebond aujourd'hui et de s'inscrire aussi dans la durée au printemps. Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, elle était ce matin au micro de France Info. Enfin, l'Assemblée nationale planche sur la sécurité des élus locaux. Les élus locaux qui sont de plus en plus confrontés à des violences prémices d'un chantier visant à rendre leur statut plus attractif. Ce texte issu du Sénat, où il a été adopté en première lecture, répond à un essor d'actes hostiles allant des injures jusqu'aux agressions physiques. L'an dernier, l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique et l'attaque à la voiture bélier du domicile de celui de l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne avait marqué les esprits. Et merci beaucoup Étienne Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause et on poursuit notre émission avec mon invité Andy Coq sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup de nous rejoindre avec notre invité aujourd'hui, Anticoque, pour la pièce Le Vertige d'Adrien Racah. C'est au Théâtre de la Madeleine du mercredi au samedi à 19h, les dimanches à 18h. Et tout de suite, Andy, on va découvrir ensemble un coup de cœur. C'est le coup de cœur sur Radio J. Allons-y. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Neil. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup, je vous en prie, rapprochez-vous du micro. On va découvrir votre parcours tout à fait particulier, on va en parler dans un instant. Mais pour l'heure, on va écouter L'Envol, issu de votre dernier album, Petit Être Humain. Un avion qui s'envole en force plaquée sur le sol, je me fais la malle. Oublié cahier d'école, partie de risque et console, ma vie banale. Décolle, crachons son feu, quitte le sol. Je me fais la belle. J'ai franchi le Rubicon, je suis sorti de ma prison, planté la médaron. Faut bien un jour tu m'étonnes, pouvoir sortir du formol. Grandir avant de vieillir, quitter les siens sans maudire. Je coupe mon harnais comme un sous-marin qui plonge dans les abîmes du profond. Je disparais. Vous oubliez ça jamais, un petit coup de fil au mois de mai, c'est promis. Avec un peu de magie, je réussirai dans la vie. Tout est permis. Et nous sommes en train d'écouter ce titre qui vous appartient, L'Envol, je m'envole. Donc on entend ce refrain sur l'antenne de Radio J. Rebonjour Neil. Rebonjour Cyrielle. Alors vous m'avez écrit, vous vous dessinez comme un jeune artiste atypique. J'ai adoré cette définition. Parlez-nous de vous. Écoutez, je suis pas artiste de métier puisque je suis avocat et professeur d'université, professeur de droit. Et puis je joue de la musique avec des amis depuis longtemps. Et puis il y a une petite année, je me suis mis à composer, à écrire des chansons. J'ai rencontré des musiciens talentueux. Et puis on a mis tout ça en forme, tout ça en musique. Et c'est devenu les titres dont vous venez d'écouter un extrait. Et il y en a une quinzaine dans l'album. Et donc je crois savoir que vous avez sorti un livre en parallèle de tout cela. Alors ça, c'est des livres de droit, oui. C'est ça, des livres de droit. Donc c'est quand même dire que vous avez un métier, vous êtes professeur de droit, vous nous l'avez dit, vous êtes avocat, un métier très sérieux. Oui. Et en parallèle de ça, il y a donc un hobby qui fait quand même de vous un artiste, parce qu'on entend qu'il y a un album très complet, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous avez eu envie de tout arrêter pour vous consacrer à la musique, ou ça reste un hobby ? Alors, c'est pas un hobby. J'ai vraiment envie de poursuivre dans un couloir particulier une carrière, entre guillemets, je sais pas si le mot convient. Et puis, vous savez, dans l'album, il y a un titre qui s'appelle Les Chaim.
Et c'est un de ces rares mots en hébreu qui n'existe qu'au pluriel. Je crois que la vie est plurielle et je crois que en chacun de nous, tout être humain a une potentialité de plusieurs vies. Et donc voilà, je mets juste en œuvre une des vies que chacun a en soi en fait. Et puis voilà. C'est très joliment dit. Il y a un an, vous avez donc décidé de réaliser cet album pop-rock avec des influences que l'on aime beaucoup, que vous m'avez confié avoir, comme celle de William Scheller ou encore Alain Souchon. Qu'y a-t-il dans cet album, Petit être humain ? Qu'y a-t-il comme titre ou... Qu'y a-t-il dans cet album ? J'entends par là les titres qu'il y a, mais surtout de vous, qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Alors, vous savez, quand j'ai passé le bac il y a longtemps, mon sujet de bac français, c'était commenter la phrase de Michel Tournier. Qu'y a-t-il de vrai dans mes romans ? Rien, j'ai tout inventé. Alors, je vous ferai la même réponse. Il n'y a rien de moi dans cet album. J'ai tout inventé, mais évidemment, c'est une antiphrase, puisque chaque chanson ne parle pas de moi, mais les chansons parlent tout de même un peu de moi, même s'il y a 2 chansons dans l'album qui sont, pour le coup, un peu personnelles. C'est Petite Mélodie et Place des Vosges. Place des Vosges, c'est une chanson... sur votre papa ? Oui, parce que j'ai retrouvé une vieille photo. Mon père est un orphelin de la guerre. Et j'ai retrouvé une photo de lui, place des Vosges, ça devait être en 1939 ou 1940. Évidemment, il n'y avait pas encore, je le dis dans la chanson, d'orage ou de nuages à cette époque. Et on voit cet enfant qui sourit. Et j'ai fait cette chanson parce que il se trouve que j'habitais dans le quartier de la place des Vosges. Mes enfants ont fait leur bar mitzvah à la synagogue de la place des Vosges. Et j'ai donc des photos de mes enfants en place des Vosges. Et j'ai confronté un peu dans la chanson ces 2 images. Non, c'est très Mais pour joli. le reste... Ce sont des chansons où je parle bien sûr de moi, on parle toujours de soi. Mais aussi de La ville en vol qui vient de passer est une chanson sur l'adolescence. Je ne suis pas vraiment adolescent. Mais on garde toujours une part d'enfance et d'adolescence en soi. Vous allez nous interpréter en guitare-voix la chanson Si bien. Oui. Elle est derrière, à côté de vous, la guitare, si vous voulez bien. On se fait le plaisir de vous écouter en direct sur Radio J. Pour cette première radio. Sur ces photos papier jaunier, je vois 2 gosses de mômes épuisés, regard complice, candeur exquise. C'est 17 ans qui électrisent. Et viendra l'heure où nos 2 cœurs appuieront sur le starter, sont lancés sans coup fait rire, ces jeunes mariés en devenir. 3 francs 6 sous au fond des poches. À 25 ans, y a rien qui cloche. Et ils saluent tous les matins la chance d'avoir un ange gardien. On est bien, si bien. La vie nous 2, c'était écrit, c'était certain. Si bien, la vie sans toi, la vie serait vide, la vie serait rien. Si bien, la vie nous 2, c'était écrit, c'était certain. Si bien, la vie sans toi, la vie serait vide, la vie serait rien. Oh, c'était si bien. Je crois que les amoureux ont le cœur qui frissonne en écoutant cette chanson très jolie qu'on va continuer d'écouter pendant que nous sommes en train de parler pour la version produite. C'est un album que vous avez sorti en 2 temps, Neil. Absolument. Dites-nous pourquoi. Eh bien, conseil de mon producteur, les titres aujourd'hui sortent en EP. Il y a quasiment plus d'albums qui sortent, c'est un format un peu dépassé. C'est vrai. Et il m'a dit, si tu souhaites que ton album soit écouté, eh bien, il faut le sortir en plusieurs temps. Voilà. Et donc, il y a eu une première phase le 8 décembre dernier et la seconde partie le 2 février. Et donc, il y a quelques jours. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Sur les plateformes? Est-ce qu'il y a un physique? Est-ce qu'il y a un site? Sur toutes les plateformes. Et il est sorti en CD aussi, mais il n'est pas commercialisé. J'ai pas de distributeur. Mais je passe ce soir aux Zèbres de Belleville et demain soir pour 2 concerts qui sont complets. Et donc, voilà, j'ai un peu de public qui commence. Hein. C'est pas une très grande salle, mais enfin, ça commence. Mais c'est quand même une et salle. Il sera en vente sur place.
Eh ben très bien, donc c'est ce soir aux Zèbres de Belleville et demain soir. En attendant, on va venir sur vos réseaux sociaux pour vous suivre, mais j'ai envie qu'on écoute encore une ou deux petites chansons comme celle qui s'intitule Au crayon de papier. Écrite au crayon de papier, un petit bout de bois, une mine affûtée, aiguisée. S'il était bien possible, si l'on pouvait choisir de gommer ces souvenirs mine de rien qui vous taillent, vous entaillent toutes ces lettres mal formées. En train de nous confier que sur ce titre, il y a votre fille. Absolument, Clara Simkovic, de son famille, qui est comédienne et qui a reçu le prix du meilleur espoir féminin au Festival d'Avignon 2023. Eh bien, on l'encourage, on espère avoir le plaisir de la recevoir un jour sur cette antenne. En attendant, votre album s'intitule Petit être humain et il y a un titre aussi qui s'appelle de cette manière, on va l'écouter aussi. Bonjour petit être humain, qu'est-ce que tu fais ce matin? Un petit café, la salle de bain, télé, matin. Sans oublier de sortir le chien, c'est pour son bien. Bye bye chérie. Et vous avez découvert une partie de l'album de Neil qui s'intitule Petit être humain. C'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio J. J'incite nos auditeurs à venir vous voir ce soir et demain soir aux Zèbres de Belleville. Est-ce que c'est une entrée payante, gratuite? C'est à quelle heure? Donnez-nous toutes les infos logistiques. Alors, c'est complet, Cyrielle, mais on peut faire un peu de surbooking éventuellement parce que c'est une salle où les places sont debout. Les 2 soirs sont bookés? Les 2 soirs sont bookés. C'est une bonne chose. Et oui. Et alors, pour les moins de 35 ans, c'est prix libre. Et au-dessus de 35 ans, le prix est de 20 €. Eh bien, c'est normal, j'ai envie de dire. Quand on a envie de se faire plaisir, il faut pouvoir mettre la main à la poche. Instagram, Neil Simco, ça s'écrit SYMCHO. Et pour YouTube et sur Facebook, c'est Neil Music, QUE à la fin en français. Et en attendant, on peut vous retrouver sur votre Linktree avec Petit être humain / Petit être humain. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, si vous voulez... Eh bien, écoutez, j'ai été ravi de faire ma première radio dans votre émission que je suis assidûment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, notre invité coup de cœur. À très vite, Neil, j'en suis sûre, sur Radio J. Plateau télé, fini ta journée avec le chien. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, à la fin de cette émission, on dit coq, eh bien une petite surprise. Je pense pas que vous étiez au courant, je ne sais pas. Absolument pas. Eh bien voilà, on va débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble avec notre spécialiste, Nathalie Doderieux, qui a noté, qui est très heureuse, je crois, de faire ce portrait. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Andy Coq. Et oui, je suis très heureuse de faire votre portrait parce que il y a beaucoup de choses, voilà, que j'ai pu relever et oui, à partir de ce que vous avez bien voulu montrer de vous et partager, voilà, tout en sincérité. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit reflet, voilà, une synthèse de ce qui s'est détaché dans mon regard, parce que je vous ai aussi observé et écouté. Alors évidemment,
vraiment, j'ai vu tout de suite dès le début de l'émission, une posture assez alignée, voilà, des jambes presque ouvertes, avec un aspect un peu décontracté, presque le port de tête du danseur qu'on a pu repérer, hein, ça ne vous quitte jamais, cette posture-là. Et donc il y avait quelque chose de très aligné, presque le bassin un peu antéversé, hein, vraiment presque une cambrure naturelle, donc très fière dans sa présence. Et ça, j'ai pu voir le danseur en vous. Il y avait effectivement vos 3 mots avec lesquels vous vous présentez ici. Il y avait le mot joyeux, persévérant et gentil. En tout cas, vous travaillez à être de plus en plus gentil. On voit à quel point ça se retrouve dans ce que vous nous avez dit. Vous allez voir. Alors évidemment, vous venez d'un petit village dans le nord de la France, donc près de Béthune, et vous venez d'un milieu modeste où vos parents, vous nous dites ici, vous ont transmis des bases solides. Et vous les remerciez pour ça, parce que peut-être ça a été votre boussole dans ce monde parisien tout à fait étranger au nord de la France. Et c'est vrai que ce socle, ces racines, vous en fait peut-être sentir plus dans vos bottes de danseur, peut-être. Et différent quand je suis arrivé à Paris, parce que c'était tout sauf de l'amour, de la bienveillance, du respect, de l'entraide, etc. Donc j'ai découvert que la vie n'était pas ce qu'on m'avait appris. Et puis maintenant, je me dis que non, je tends à revenir à ça. Je veux pas me laisser manger par l'irrespect, l'incivilité parisienne. Non. Et oui, le monde parisien ne vous a pas contaminé, vous êtes resté malgré l'opportunisme, très à l'écoute de ce qui fait votre élan. Et je dirais votre élan du cœur créatif revient très très souvent ça. Donc voilà, cette transmission des bases solides et de la joie fait que en fait déjà vous avez le rire, le chant, la danse comme je dirais comme passe-temps avec une grand-mère qui chante. Donc c'est un peu comme quelque chose qui se dessine, même s'il y a un déclencheur avec ce goût de la scène dans le rôle du lapin. Donc ça c'est assez étonnant. J'ai tout de suite vu l'image. C'était très 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 parlant. Et finalement, il y a quelque chose qui fait qu'au conservatoire, votre professeur convoque vos parents. J'imagine qu'ils ont pu être un peu paniqués. Comment ça, notre enfant quitterait le nord de la France pour monter à Paris à 18 ans et devenir danseur, un artiste un peu saltimbanque. Donc, quelque part, il y a ce DE, ces diplômes d'état de professeur de danse que vous faites. Et ça structure un petit peu plus la pensée des parents, probablement. Absolument. Et je dirais qu'il y a un peu le destin qui frappe à la vitre du studio, puisque on vous repère, malgré les castings à l'ancienne. Mais voilà, ces vitres, je les connais très bien, moi aussi, chez Recodoms, Paris-Centre, rue de Clichy. Donc il y a cette expérience qui vous mène à être un peu plus étoffé en tant qu'artiste lors d'une tournée au Portugal. En tout cas, vous êtes meneur de revue. C'est comme si d'un coup, le bouton chant venait à s'ouvrir. Et je me suis demandé s'il y avait eu des cours de chant, parce qu'il y a eu le conservatoire, mais peut-être de danse, enfin voilà. Non, je suis assez C'est quelque chose qui est autodidacte. J'ai vraiment pris des cours de danse, mais le reste, non, je suis autodidacte. J'ai appris sur le tas et j'ai appris en regardant et en observant beaucoup. Et oui, parce qu'à l'époque, la comédie musicale n'était pas à la mode, il n'y avait pas de cours de théâtre, chant, danse, c'était pas aussi, l'accent n'était pas mis sur la polyvalence. Il fallait choisir. C'est très très nouveau, exactement. C'était plus catégorié. Je sais, effectivement. Donc il y a cette idée où on est doué pour les choses, et ça vous nous en parlez lors de la confiance en soi. Lorsque vous dites à un enfant, je lui dirais, mais perds pas ton temps, ose, gagne confiance en toi et quelque part fonce. Et j'ai la sensation que en parlant de vous à ce petit enfant, il y a une question de légitimité de mes talents. Je suis douée pour ces choses, et c'est comme s'il y avait eu à acquérir. Bien sûr, la confiance en soi, ça s'acquiert par l'expérience, mais il y a aussi comme un petit rapport au temps qui n'est pas tranquille. C'est comme si ça devait aller vite. Ça revient un petit peu plus tard dans les questions à Cyrielle. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu du syndrome de l'imposteur, comme si ces dons-là étaient tellement présents dès le départ que en fait il n'y a même pas à les expliquer. Voilà, je sais faire ça. Et il y a un peu une légitimité à venir. Ça aurait paru très prétentieux de savoir si j'avais vraiment dit oui, je sais chanter, oui, je sais jouer à la comédie, je sais danser, alors que j'ai éteint un peu de lumière. Ça sent, voilà, c'est comme s'il y avait le jugement, votre propre jugement, mais aussi le jugement des autres. Oui, parce qu'on est quand même...
on est éduqué là-dedans. Il faut se taire, il faut être mignon, il faut être gentil, il faut être bien poli, il faut être lisse finalement. Tout ça, ça nous rend lisse alors que on ne l'est pas. Et voilà. On est obligé de s'éteindre un peu alors que là, j'ai tout rallumé. Exactement, et dans votre parcours, il y a justement cet accueil de votre singularité et d'une saine affirmation en se disant voilà, moi j'ai un profil atypique, une personnalité positive et je vais faire à partir de mon plaisir. Et vous le disiez dans une des questions, où ce one-man show qui n'était pas tout à fait un élan du cœur, où voilà, c'était aligné mais pas tout à fait au niveau du cœur. Exactement, et c'est là vraiment une leçon de faire ce que j'ai envie vraiment de faire et pas de faire ce qu'on me dit de faire ou ce qu'on m'impose ou ce qu'on attend de moi finalement. Exact. Là, on attendait que je fasse rire et j'adore faire rire, mais j'aime être en troupe, j'aime avoir une situation, j'aime que ce soit écrit, j'aime pas du tout l'impro, j'aime pas du tout les vannes, j'aime pas le stand-up, j'aime pas toutes ces choses-là, donc fait par moi, fait par d'autres qui le font très bien évidemment, mais moi c'est pas ça mon truc. Oui, besoin d'une grille à laquelle se raccrocher. Et d'ailleurs, c'est là toute la technique de la danse, hein, c'est de garder son centre de gravité. Et la danse n'a pas aidé à briller, parce que la danse, on nous éteint aussi, on est très discipliné. Oui, c'est un métier de l'arrière, c'est pas de l'avant-plan du tout. Il y a tout ça, le background. Et je dirais que dans cette quête d'égalité aussi entre les êtres, et pas de minorité, pas de différence, l'union et l'harmonie est au centre, et ça se sent dans votre discours. Je dirais qu'il y a une petite citation de Spinoza qui vous allait très bien aujourd'hui, donc j'avais envie de terminer avec ça. C'est « La joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l'extraire ». Absolument, et ça c'est très vrai. Merci beaucoup Andy Coq. Merci. Et merci beaucoup Nathalie Daudrieux, notre thérapeute psychocorporelle et je vais pas dire accessoirement, mais surtout danseuse et chorégraphe, voilà, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Oui, effectivement. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Parce qu'on est bien. C'est la fin de cette émission et comme on était bien, alors voilà, on diffuse ce titre si bien de notre coup de cœur Nil que vous pouvez retrouver pour son album Petit être humain aux Zèbres de Belleville ce soir et demain soir. Merci d'avoir été mon coup de cœur du jour. Merci Andy Coq. Merci à vous. Mais avec grand bonheur, vous avez été notre invité pendant plus d'une heure, 1h30 pour nous parler de la pièce Le Vertige d'Adrien Raca au Théâtre de la Madeleine. C'est du mercredi au samedi à 19h, les dimanches à 18h. Et puis L'amour chez les autres. Oui. Au Théâtre Édouard VII à 21h, du mardi au dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à la Réa. Aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Philippe Sinclair pour le clin d'œil. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Nicole Lambert, la maman de la saga animée Les Triplés, qui sera notre invitée. À demain. Belle journée à tous sur Radio J. Pas de rupture, pas de doublure. Comme protégé par une arme.